Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans la très longue et passionnante histoire de la civilisation chinoise, l'année 1368 pour nous est une année assez particulière. C'est une date que les enfants chinois apprennent. Alors eux, ils ne disent pas 1368. Dans le calendrier chinois, c'est 4066. C'est l'année du début des Ming, la dynastie Ming, grande dynastie longue qui va durer près de 3 siècles, qui succède aux Mongols. Si on devait comparer la longévité de cette dynastie avec des repères qui sont un petit peu plus familiers pour nous, on pourrait dire que les Ming ont couvert le début de la guerre de 100 ans et ça s'est prolongé par la Renaissance, les guerres de religion, le règne d'Henri IV jusqu'à celui de Louis XIII. Voilà la dynastie des Ming par comparaison. Ils ont donc chassé les Mongols, les Yuan, qui étaient présents sur le trône depuis peu de temps, moins d'un siècle. Les Yuan ont été fondés par le très célèbre Kublai Khan. Je dis très célèbre parce que c'est lui qui accueille Marco Polo, vous savez. Lui-même est le petit-fils de Gengis Khan, non moins célèbre fondateur de cet empire mongol, car les Yuan, après avoir conquis toute une immense partie de l'Asie centrale, sont allés à l'est jusqu'à conquérir la Chine et régner sur l'empire du milieu. C'est justement ce à quoi vient mettre fin la dynastie nouvelle, celle des Ming, en 1368. Et évidemment, nous allons évoquer cette fondation-là. C'est une longue, violente guerre civile qui a entraîné la chute des Yuan. Il y a beaucoup de ces guerres civiles dans un empire qui est considéré un peu comme une respiration. J'ai l'occasion de vous le dire ici, on a constamment des moments où la Chine implose, en quelque sorte, tombe dans des moments d'anarchie avant de se reconstituer autour d'une dynastie forte qui réunifie le pays. Et c'est comme ça une respiration de siècle en siècle. Cette dynastie des Yuan, elle n'arrivait pas à tenir tout le territoire. Les empereurs successifs étaient de plus en plus inexpérimentés. Et parmi les rebelles les plus en vue, un jeune paysan qui se trouve être également moine bouddhiste, c'est très important. Il se nomme Chu Yuanchang et il est à la tête d'une faction extrêmement remuante et d'une violence folle qu'on appelle les turbans rouges. Tous ces paysans chinois qui sont des Han, qui appartiennent à la population de substrat, se rebellent contre ceux qu'ils considèrent comme des envahisseurs, ces Mongols, qui ont pris la tête du pays et qui les surtaxent. Alors en plus, les Mongols ne sont pas capables d'assurer suffisamment d'espèces monétaires, ce qui veut dire qu'il y a une forte inflation, avec en plus des inondations du fleuve Jaune qui sont liées à l'abandon des projets d'irrigation par la nouvelle dynastie mongole qui, dans ses traditions, n'avait pas l'habitude de s'occuper de ces questions agricoles. Bref, agriculture en lambeaux, économie dans un triste état. La révolte éclate parmi des milliers, des centaines de milliers de paysans. C'est ça aussi la Chine, ce sont des masses humaines absolument impressionnantes. Paysans qui avaient été réquisitionnés pour réparer les digues du fleuve Jaune. Et donc parmi eux, au milieu de cette immense masse humaine, le fameux Chu Yuanchang qui va prendre la tête de la contestation. Alors, quand on revient sur les origines du personnage, on se dit qu'il est quand même assez impressionnant, inattendu, tout à fait imprévisible qu'il puisse devenir empereur et qui plus est, l'un des plus grands empereurs de Chine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voici ce que nous dit Bernard Briset dans « Les 30 empereurs qui ont fait la Chine », je le cite. La biographie de Chu Yuanchang mérite d'être contée tant elle est hors du commun. Né en 1328 dans la province du Anhui, il est le cadet des 6 enfants d'un misérable ouvrier agricole itinérant qui a fui de Nankin vers l'Anhui pour échapper aux impôts qu'il n'a pu payer et aux corvées qu'il a refusé d'accomplir. Il grandit en gardant les moutons de propriétaires terriens. Une partie de sa famille, ses parents, son frère aîné, est victime d'une famine due à des inondations catastrophiques. L'année 1344 fut une période de sécheresse, de criquets, de grandes famines et d'épidémies, confie Chu Yuanchang dans le récit de sa propre existence. Incapable de payer des cercueils décents pour ses parents, lui et un de ses frères doivent mendier un petit bout de terre pour enterrer leurs morts. Sans ressources, Chu Yuanchang trouve refuge comme novice dans un monastère bouddhique local.
Mais il se trouve que les moines meurent aussi de faim. Au bout de 2 mois, il décide de mendier pour lui-même. La mendicité est une pratique obligatoire pour des moines bouddhistes qui vivent de l'aumône et de la charité publique, nous rappelle Bernard Brizet. Les 3 années d'errance solitaire du moine mendiant qu'il est devenu sont sans doute les plus dures de sa vie, mais elles lui enseignent les cruelles réalités de l'existence. Le jeune moine retourne dans son temple pour 4 années, il en profite pour y apprendre à lire et à écrire et acquérir les rudiments d'une éducation décente. Voilà ce que nous dit donc Bernard Brizet sur les origines très particulières de ce garçon très remuant. Il y a cette guerre civile, donc, et il va sortir vainqueur de tous ces conflits, cet homme qui va fonder une nouvelle dynastie et qui ordonne la destruction du palais des Mongols à Pékin. C'est une tradition que la nouvelle dynastie vienne détruire les anciens palais qui avaient été installés auparavant. C'est Kublai Khan qui avait fait de Pékin, Kambalik à l'époque, sa capitale. La ville se trouvait plutôt vers le nord de la Chine, donc plutôt vers le centre de gravité des Mongols, des Yuan. Le palais que Kublai Khan avait fait construire était tout à fait somptueux. D'ailleurs, je vous livre la description qu'en livre Marco Polo. C'est le plus beau palais qui soit au monde. Son toit est très haut. Les murs des salles sont tous couverts d'or et d'argent et décorés de peintures figurant des dragons, des animaux, des oiseaux, des chevaliers, des statues et autres motifs encore. Le palais est si vaste qu'au moins 6000 convives pourraient y manger. Il y a tant de chambres que ces merveilles, nul ne saurait imaginer palais plus parfait, tant il est vaste et magnifique. Chu Yanchang se moque un peu de ses beautés mongoles. Lui veut créer quelque chose de neuf. On détruit tout ça et les Ming vont devoir construire un nouveau palais. Ils veulent construire déjà ce palais loin de Pékin. Vous écoutez Radio Classique. Vous avez appris la date, vous la connaissez par cœur maintenant. 1368, Chu Yuanchang devient donc l'empereur sous le nom de Hongwu. Et à ce moment-là, il décide que ce n'est pas Pékin qui va rester capitale. L'empereur trouve que Pékin est trop au nord, trop près des steppes, et il va s'installer, lui, dans la première ville qui s'est ralliée à la cause de sa rébellion, cette rébellion qui devait conduire au départ des Yuan, c'est-à-dire à Nankin. Et puis, c'est vrai que Nankin est plus au centre, se trouve un peu au nœud général des routes commerciales. Et là, on va faire table rase parce que dans la mesure où on a présenté les Yuan comme des envahisseurs étrangers et comme des barbares, évidemment, il faut liquider tout leur héritage et construire quelque chose de neuf. Voici ce que nous dit Bernard Brizet. Hongwu s'emploie à effacer toute trace de l'occupation mongole, à éradiquer tous les éléments barbares de la société. Il restaure les anciennes traditions chinoises. Le nouvel empereur commence par prendre des mesures plus ou moins symboliques qui concernent aussi bien le domaine du langage, les noms de famille, que les coutumes matrimoniales et funéraires. La crémation en vogue dans le peuple depuis l'apparition du bouddhisme disparaît. Le costume chinois redevient celui de l'époque des Tang, robe à larges manches, bonnet noué. La couleur impériale est de nouveau le rouge. Comme une coutume mongole voulait que la droite l'emporte sur la gauche en matière de préséance, ce sera désormais la gauche qui prévaudra. Une habitude encore en vogue aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la restauration chinoise. Et on a l'impression désormais, quand on est à la cour des nouveaux Ming, que les Song sont de retour. Peut-être même les Tang. Vous savez que les Tang, c'est le sommet absolu de cette civilisation chinoise Han. Ming, d'ailleurs, la civilisation Ming, ça veut dire... en chinois, tout ce qui est lumière, lumineux, clair, brillant, si vous voulez. Les historiens, pour autant, ne sont pas tout à fait unanimes quant à la luminosité de Hongwu dans ses pratiques de pouvoir. Si son règne marque le début, c'est vrai, de la prospérité chinoise recouvrée, les historiens nous disent que c'était un sacré tyran, ce Hongwu, qui est arrivé, c'est vrai, au pouvoir dans des conditions très difficiles après cette guerre civile. Il instaure une société de classe extrêmement stricte avec une hiérarchie démente. Chacun a le devoir de surveiller son voisin. L'empereur veut que la méfiance, la suspicion cimente en quelque sorte le pouvoir qu'il a difficilement acquis. Et il va donc faire construire un palais à l'extérieur de Nankin qui n'est pas du tout aussi somptueux que celui de Kublai Khan à Pékin.
Mais le palais Ming ne fait pas date, car à la mort de Hongwu en 1398, eh bien de nouveau, guerre de pouvoir. Le petit-fils de l'empereur défunt était désigné pour lui succéder. Seulement, il y a un homme qui n'a pas du tout l'intention de se laisser faire et qui s'appelle Chu Di, qui est le 4e fils du premier empereur Ming. Hongwu lui avait demandé de tenir militairement toute la frontière du nord de l'empire contre les assauts des Mongols, qui eux sont en train d'essayer de retrouver leur pouvoir, et qui font des espèces de coups de boutoir contre les murs du Nord. Et donc, ce général, ce Chu Di, s'était installé à Pékin, l'ancienne capitale, pour diriger les campagnes militaires vers le Nord. Il est très apprécié de ses hommes. Vous me voyez venir. Quand il apprend que son père a désigné un de ses neveux pour succéder au trône impérial, il acquiesce pour la forme, bien sûr. Il ne va pas dans un premier temps se soulever contre le pouvoir impérial. Mais en réalité, il prépare tout un plan pour renverser ce neveu trop inexpérimenté à ses yeux. Et la guerre va avoir lieu de 1398 à 1402, à la fin de laquelle Chu Di devient l'empereur Ming, l'empereur Yongle. Il décide à ce moment-là, lui, de faire de son état-major et de son camp de commandement la nouvelle capitale de l'Empire. Retour à Pékin. Choix un petit peu surprenant, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est la ville qu'il connaît et c'est celle qui était depuis maintenant des décennies habituée à diriger la Chine. Dans Petite et grande histoire de la cité interdite, c'est encore Bernard Brizet qui nous dit, je cite, Pékin a été créé de toutes pièces par un empereur visionnaire sur un site peu hospitalier situé en dehors de tout axe commercial important et préexistant et qu'aucun fleuve ne vient arroser. Le fleuve jaune, berceau de la civilisation chinoise, est distant de plusieurs centaines de kilomètres. Un choix illogique donc, excentré. Le site est éloigné des ressources en bois, thé, riz, graines, céramiques, textiles et autres marchandises, lesquelles sont plus simples à acquérir en étant au centre de l'immense territoire qu'est la Chine. Le site des Pékins comprend une plaine marécageuse en été, gelée en hiver, entourée au nord et à l'ouest d'une ceinture de montagnes arides qui le sépare de la Mongolie. L'importance de la Grande Muraille, renforcée considérablement sous les Ming, sera de marquer la frontière entre deux mondes, le monde civilisé et le monde barbare. Accolé à cette frontière, Pékin a d'abord été un avant-poste, un lieu stratégique, mais aussi un lieu de contact et de défense. Bref, il s'agit d'un drôle de choix discutable en soi, mais qui a résisté au temps et que le temps, peu à peu, a légitimé. Yongle ordonne la destruction de l'ancien palais de Nankin. Et à Pékin, sur le lieu même de cet ancien palais de Kublai Khan, celui que Marco Polo avait vanté dans ses écrits, qu'il l'ait vu de ses propres yeux ou pas, ce n'est pas le sujet de ce matin, il ordonne donc la construction de quelque chose de neuf. Et évidemment, ce palais neuf, institué par les Ming à l'emplacement de l'ancien palais Yuan, vous avez bien compris que c'est ce que l'on appellera un jour la cité interdite. Franck Ferrand sur Radio Classique. On est au début du XVe siècle pour nous, 1406, à l'époque du roi fou Charles VI, pour vous donner une idée, un petit peu avant Azincourt. Et ça y est, là-bas, du côté de Pékin, la cité interdite est en train de sortir de terre, au pied d'une butte artificielle qui permettra d'ailleurs de la voir d'un peu haut, cette cité interdite. C'est le 3e palais à cet endroit, parce qu'avant celui de Kublai, il y avait le palais de la dynastie Jin, que les Yuan avaient détruit d'ailleurs. Et donc, on est en train de construire cette espèce de gigantesque rectangle. Quand on voit ça d'un peu haut, c'est très spectaculaire et ça fait effectivement une sorte de grand rectangle qui fait 72 hectares, dont 15 sont construits, ce qui veut dire qu'entre parenthèses, vous avez de très grandes cours, des esplanades, des endroits extrêmement vastes entre deux bâtiments. C'est un ensemble de pavillons au centre de murs plus ou moins concentriques, avec des labyrinthes et de très grands espaces, cette cité interdite. Après 15 ans d'un chantier qui est titanesque, d'ailleurs, entre parenthèses, il faut quand même vous dire un mot de la quantité de maçons, de terrassiers, d'artisans qui sont mobilisés pour la construction de ce palais. 230 000 et puis, si l'on compte les soldats qui viennent leur prêter main forte, on a près d'1 million de gens sur le chantier. 800 000, c'est incroyable. L'empereur peut entrer dans ces quartiers
en 1421, année qui n'est pas neutre. Je ne sais pas si vous vous rappelez le très beau livre de Menzies, Gabriel Menzies, qui s'appelait 1421 et qui nous racontait cette grande expédition maritime au cours de laquelle les Chinois avaient découvert bien avant les Européens le continent américain. Bref, c'est dans cette année très importante, cette année 1421, que la cité interdite est inaugurée, si l'on peut dire, avec sa muraille qui fait une dizaine de mètres de haut, au pied de la muraille, de grandes douves de 52 mètres. C'est très impressionnant tout ça. Deux parties très distinctes dans la cité, la partie officielle qui est au sud et puis la partie totalement inaccessible, de privée qui se trouve au nord. On n'a rien laissé au hasard dans l'architecture. Tout a été infiniment ritualisé, tout est bâti en suivant à la lettre les rites et les manuscrits ancestraux. Inutile de vous dire que le feng shui est très présent dans cette construction. Les plans de la cité doivent plaire aux dieux, mais ils doivent aussi, après tout c'est un palais qui doit être idéal pour les dieux qui regardent cela du ciel, mais qui doit être aussi très pratique pour les humains qui l'habitent sur Terre, n'est-ce pas? Géographie, c'est presque une épure intellectuelle ce palais, avec 4 portes qui respectent évidemment les 4 éléments de l'univers, la terre, l'eau, l'air, le feu. Et quand vous entrez aujourd'hui dans la cité interdite, alors elle est de moins en moins interdite, vous avez énormément de touristes à notre époque, vous entrez par la porte de la paix céleste, qu'on appelle Tiananmen en chinois. Et vous parvenez là devant une rivière qui traverse la cité, qui s'appelle Jinghui. Et c'est la rivière aux eaux d'or, Jingshui je crois qu'on doit dire, rivière artificielle dont le lit a été fait exprès, a été creusé pour s'adapter, pour épouser les contours de la cité. Et au-dessus de cette rivière, vous avez 5 ponts, des ponts, le pont du milieu qui ne peut être traversé que par l'empereur. Enfin, tout ça est très hiérarchisé, bien entendu. Il y a dans cette cité un grand nombre de pièces, puisque le chiffre 9 est celui de l'empereur. Vous savez, donc vous avez partout 9 verrous, 9 ferrures, etc. Et 9999 pièces. Franck Ferrand sur Radio Classique. Bon, la réalité, si on les compte, c'est qu'il n'y a pas tout à fait 9999 pièces. Il est probable que les architectes, lorsqu'ils ont livré ce chiffre totalement sacré à l'empereur, ont compté des petits réduits et des petits placards. Un peu plus de 9000 pièces, semble-t-il, en tout. C'est au sein de ce palais que vivent donc les empereurs entre 1421 et, vous avez retenu, 1644. Voilà la durée de cette dynastie Ming. Le dernier empereur Ming va d'ailleurs monter sur la fameuse colline artificielle dont je vous parlais, cette colline de charbon. Il va monter pour aller se suicider, voir à ses pieds une dernière fois cette cité interdite. Ce sera la fin des Ming et le début de la dynastie Qing. Mais contrairement aux traditions qui obligeaient les nouvelles dynasties à détruire le palais des dynasties récentes, les Qing vont trouver que la cité est tellement belle qu'il n'est pas question de la détruire. Ils vont s'en emparer et ils vont même non seulement l'occuper, mais l'embellir. Et la cité telle que nous la visitons aujourd'hui, c'est la cité que les Qing au XVIIIe et surtout au XIXe siècle ont adornée, développée et remaniée. Ces empereurs l'occuperont, eux, donc de 1644 jusqu'à 1912. Je vous ai raconté l'histoire du dernier empereur, rappelez-vous, Puyi, qui était là prisonnier dans sa cité interdite, qui occupait la partie privée de la cité, à une époque où les institutions républicaines déjà avaient pris possession de toute la partie officielle, et notamment des 2 grands pavillons de l'entrée. Puyi est littéralement tenu à résidence dans les parties privées de la cité, dont il sortira pour la première fois en 1924, c'est-à-dire il y a exactement 100 ans, enfin on va dire bientôt 101 ans. Il a été expulsé, rappelez-vous, il avait 18 ans et ce sera pour lui le début de cette vie très agitée que nous avons eu l'occasion de raconter. La cité interdite est restée, et vous savez qu'en 1949, quand Mao Zedong va proclamer la République populaire de Chine, il le fera depuis le balcon qui surplombe la grande place. D'ailleurs, quand vous entrez aujourd'hui, en tant que touriste, dans la cité interdite, le grand portrait qui orne le porche central reste bel et bien le portrait de Mao.
Vous écoutez Radio Classique.